Urgence de l'hôpital Pompidou à Paris. Cette femme a reçu 3 coups de couteau. Il faut agir très vite. La lame s'est enfoncée à proximité du cœur. 47 ans, diabétique. Avec les pompiers, 12 personnes au total se pressent autour de cette patiente qui est entre la vie et la mort. Extraction morphine, s'il te plaît, c'est ce que je dis. Ouais, c'est bon, j'ai T'as une petite suspicion d'épanchement au sommet gauche. Elle ventile pas bien, mais là j'ai un glissement là. Une échographie en urgence. Le scanner et le bloc opératoire sont déjà prêts à l'accueillir. En attendant, pendant plus d'1 heure, 4 médecins et 4 infirmiers vont veiller sur elle. Pour l'instant, la patiente est stable, mais si elle était instable, il faut faire énormément de choses en même temps. Et dans ce cas-là, tout le monde est occupé. Tous les gens qui sont ici ont un rôle très spécifique. Tout à fait. La patiente sera sauvée. L'hôpital s'est mobilisé sans compter pour elle, comme pour les 45 000 malades qui arrivent chaque année aux urgences de Pompidou. Construit il y a 10 ans, l'hôpital Georges Pompidou est le vaisseau amiral de l'assistance publique, l'AP-HP. Un bâtiment à l'architecture futuriste. Un établissement de renommée mondiale qui accueille anonymes et chefs d'État. Un hôpital à la pointe des techniques médicales. Dans leur bloc, les chirurgiens effectuent 70 transplantations chaque année. Au plafond, sur des rails, les dossiers médicaux passent de service en service. En coulisses, ce sont des robots qui livrent les plateaux repas aux étages. Mais comme presque tous les hôpitaux de la PHP, cet énorme navire perd de l'argent. 41 millions d'euros l'an dernier. Au cœur de ce déficit, une question taboue, celle de l'absentéisme du personnel. Petit matin au centre de Paris, l'hôtel particulier où sont logés les cadres de l'assistance publique. Voici Elisabeth de la Roche-Lambert, la directrice de Pompidou. À 57 ans, cette femme énergique dirige les 800 médecins et 2700 employés de l'hôpital. 7h le départ, 5h30 le lever. Ça veut dire qu'à la PHP, vous avez beaucoup de travail ? Ça veut dire que l'hôpital commence de bonne heure aussi. Et que pour avoir des rendez-vous avec les praticiens, les médecins, les chirurgiens, les anesthésistes, ils apprécient qu'on soit de bonne heure à l'hôpital. Bonjour à toutes et à tous et bon réveil. Bonjour. Il y a 3 ans, Elisabeth de la Roche-Lambert a été nommée avec une mission précise. Faire des économies partout où c'est possible, sans nuire à la qualité des soins. Améliorer ce qu'on appelle l'efficience, c'est plus que faire des économies. C'est travailler au moins aussi bien en dépensant moins ou en dépensant autant, mais mieux. La directrice a 2 ans pour ramener son hôpital à l'équilibre. Pour cela, on lui demande de développer certaines filières afin de spécialiser Pompidou, en cancérologie notamment. Tu vas bien ? Mais au quotidien, Madame la directrice doit avant tout traquer les dépenses inutiles. Il est 8 heures, la voilà badgée. Prête pour sa première réunion. Avec les représentants des médecins de l'hôpital, elle va décider du nombre de lits qui seront fermés cet été. L'immunologie, c'est bien 11 les noms. Enfin, je ne sais pas comment ils sont comptabilisés. C'est 11 plus 8. Ouais, c'est ça. Et donc ils resteront ouverts finalement tout l'été, sauf au mois d'août. Hein. En juillet-août, il y a moins de patients. Inutile de laisser les services tourner à plein régime. Mais son chantier le plus sensible en ce moment, c'est la réduction du personnel. Car le sureffectif vient d'être pointé du doigt par un rapport cinglant de la Chambre régionale des comptes. La PHP emploie en moyenne 35% de personnel soignant de plus que la moyenne des hôpitaux publics et compte 46% d'agents administratifs de plus. À Pompidou, un service est particulièrement visé. Ils manifestent car la directrice a décidé de supprimer leur poste. Une centaine d'agents hospitaliers, jusqu'alors chargés du nettoyage et de la distribution des plateaux repas. On est vital pour l'hôpital. C'est-à-dire que vous faites quoi concrètement ? On fait quoi ? Nous faisons du bio-nettoyage, nous prenons les commandes repas, nous servons les patients, nous les installons des fois, nous sommes là, quoi. Ils ont besoin de nous. Pour faire des économies, à Pompidou comme partout, ces activités seront bientôt sous-traitées au privé. Tous ces agents sont fonctionnaires et aucun ne sera licencié. Mais par principe, ils refusent les reclassements et les suppressions de postes que la directrice leur impose.
C'est de l'absolutisme que vous faites, c'est ça ou rien. Vous êtes à la direction dont vous décidez. Maintenant, on est en démocratie, donc on doit en discuter. D'accord? Il faut en discuter aussi. Mais attendez. c'est votre avis. Mais en discuter. Pas dans un couloir. Mais en discuter. Un face-à-face cordial qui se transforme vite en dialogue de sourds. Mais pour Elisabeth de la Roche-Lambert, pas question de revenir en arrière. Le dialogue existe, la discussion existe. Elle est parfois difficile, vous voyez, mais en tout cas, elle existe. Voilà. C'est vrai que c'est beaucoup d'humour. Pour dire que le sourire ne fait pas tout. Hein. Il y a des réformes qui sont incontournables. Vous connaissez les difficultés de fonctionnement de l'hôpital public. On essaye ensemble de trouver des solutions de réorganisation interne qui nous permettent, et c'est la priorité, de continuer à faire face aux besoins des patients et à évoluer dans nos organisations face à l'évolution aussi des besoins des patients. Si la directrice a décidé de confier leur activité au privé, c'est parce que leur service souffre d'un mal particulier à la fonction publique. Un taux d'absentéisme record. C'est ce qu'indiquent ces documents, des tableaux de service de la DRH. Et les chiffres sont édifiants. Dans le service, il y a eu l'an dernier 58,9 jours d'absence par agent. En moyenne, près de 2 mois d'absence sans compter les vacances et les RTT. Comment expliquer une telle démotivation? Voici Régnier, il a 21 ans. Il est un de ses agents de service depuis 2 ans. Coucou. Allô monsieur, vous avez faim? Devant notre caméra, il tient à faire bonne figure. Voilà pour vous. Hop. Je vous retire la cloche? Très volontiers. Ok. Bon appétit, à tout à l'heure. À chaque repas, il sert une trentaine de malades et nettoie aussi leurs chambres et les parties communes. Il est au bas de l'échelle, n'a aucune qualification. On est des serpillologues. Il y en a qui sont psychologues, podologues, tous ces serpillologues. Il gagne 1 200 € net par mois. Et ce que je peux vous dire avant tout, c'est que voilà, le métier d'agent hospitalier, ça n'est pas que nettoyer des sanitaires, c'est aussi être auprès du patient. Beaucoup de relationnel. Et qu'est-ce qui fera ce travail-là? C'est les aides-soignants qui laveront les Ça sera sous-traité, je pense, par une société privée. Ouais. Car il y a eu trop d'abus. Le temps de travail de ces fonctionnaires était totalement ingérable. C'est ce que nous confirme la chef de Régnier. Alors il y a des périodes, effectivement, c'est très difficile de gérer cette équipe parce que on avait des périodes avec un très fort taux d'absentéisme, mais qui concerne en fait un petit nombre d'agents. La plupart du temps, des absences non justifiées, mais jamais sanctionnées. Et c'est combien de jours en termes d'absence ou... On a certains agents qui ont pu être absents durant une année, 70 jours. C'est énorme. C'est énorme. Pour un agent, oui. Pour un agent, oui. C'est énorme. Depuis octobre, la direction a décidé de ne plus fermer les yeux. Désormais, toute absence injustifiée entraîne une retenue sur salaire. L'absentéisme de son personnel, un sujet épineux pour la directrice. L'hôpital Pompidou se situe dans la moyenne et plutôt inférieure à la moyenne de l'assistance publique hôpitaux de Paris en matière d'absentéisme. D'accord. Après, par catégorie de personnel, il peut y avoir des variantes, mais la moyenne est plutôt inférieure. C'est-à-dire qu'il y a combien d'après vous d'absentéisme? 7%. 7% d'absents, c'est la moyenne de l'an dernier. La reprise en main par la directrice semble payer. Car en 2007, le taux d'absentéisme à Pompidou était le double. Tout personnel confondu, on comptait alors en moyenne plus de 29 jours d'absence par agent. Un fléau qui touche tous les services, même les plus prestigieux. Nous sommes retournés aux urgences, la porte d'entrée de l'hôpital. Infirmière, Eliane Thieffry est cadre supérieur du service. Bonjour monsieur, vous avez besoin d'aide monsieur? Vous voulez qu'on vous aide? C'est elle qui organise le travail des 80 aides-soignants et infirmiers sous ses ordres. On va aller régler ça. Est-ce que l'un d'entre vous pourra aider le monsieur à manger parce qu'il n'arrive pas tout seul? Merci Emmanuel. Et toutes les semaines, elle doit jongler avec les congés et les absences imprévues. Établir les emplois du temps relève du casse-tête. Dans le planning infirmier, avec les horaires de chacun par jour, le planning des aides-soignants et de la même manière sur les équipes de nuit. C'est vrai qu'il y a un absentéisme qui n'est pas négligeable, qui souvent se retrouve sur les mêmes personnes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, pour des raisons XY, sont absentes de façon régulière. Désormais, la direction veut savoir précisément
Qui travaille et pendant combien d'heures? Un contrôle qui se heurte au bon vouloir des chefs de service, des médecins particulièrement jaloux de leur indépendance. Parmi ces pontes, le professeur Denis Safran est réputé pour son franc-parler. Ça, c'est une patiente qui va remonter là, tout à l'heure, au début d'après-midi. Qui a avalé du desktop. Oui. Voilà, et les psychiatres l'ont vu. Chef du service anesthésie-réanimation, lui aussi est régulièrement confronté au problème de l'absentéisme. Mais il refuse de jouer le jeu d'une gestion purement comptable de son service. Alors vous voyez, là vous avez 3 infirmières et une aide-soignante qui vont s'occuper de ce malade et qui pèse un petit peu plus de 200 kilos. Et qu'elles vont nurser comme ça plusieurs fois dans la journée, parce que notre objectif, c'est qu'il n'y ait pas d'escar. Donc, vous voyez, il y a énormément de matériel, il y a le rein artificiel, il y a le respirateur. Donc, vous voyez, ces infirmières ne vont pas pouvoir sortir de la chambre de la journée. Alors, quand vous voyez le gabarit du malade et le gabarit des infirmières, vous pouvez comprendre que ce soir, quand elle aura fait 12 heures, elle est un peu mal au dos. Et si demain, elle me téléphone en disant « je ne peux pas venir parce que j'ai une sciatique », on dira « il y a de l'absentéisme ». Mais l'absentéisme, il est justifié, on sait pourquoi. Il faut arrêter de nous bassiner. Les administratifs qui prétendent nous expliquer comment on travaille, eh bien moi, je rêverais de les enfermer pendant une journée ou une nuit avec les infirmières, leur demander de faire le même travail qu'elles. Et à ce moment-là, on pourrait nous dire si on a trop d'infirmières ou pas assez. Voilà. C'est injuste. On fait une gestion purement comptable. Or là, ici, on ne fabrique pas des boîtes de sardines, on soigne des malades qui sont en danger de mort. Le professeur Safran veut rester le seul maître de ses équipes. Pas question de pointer du doigt une partie de son personnel, et encore moins, pour lui qui a soigné les plus grands, de rendre des comptes sur sa propre activité. Cette affaire de compte à rendre à la direction est extrêmement discutable. Il est vrai que la direction est là pour gérer son hôpital, c'est sa mission. Mais les premiers comptes que les médecins ont à rendre, c'est aux patients. Lorsque les patients se présentent, nous avons à les prendre en charge de la façon la plus compétente, la plus rapide et la plus sûre possible. Voilà les comptes que nous avons à rendre. Un manque de transparence critiqué dans le rapport de la Chambre régionale des comptes. Concernant les médecins, aucun des établissements contrôlés n'a été en mesure de produire des tableaux généraux d'activité. La Chambre le déplore. Les médecins sont libres, dans le cadre de leur service, d'organiser leur temps de travail comme ils l'entendent. Le travail effectif des médecins, sans doute la question la plus délicate pour la directrice. Pour en finir avec les déficits, elle a aussi besoin de savoir combien d'heures ils travaillent réellement. Mais le travail sur le temps médical est une de nos pistes majeures de réflexion. Je vous le confirme. D'accord, c'est-à-dire que voilà, vous voulez que les médecins, au même titre que les infirmiers, les aides-soignants ou les personnels administratifs, aient à rendre des comptes sur leur présence ou non à l'hôpital? Dire qu'ils ne le font pas, c'est très résumer les choses. D'accord, mais ça pourrait être mieux fait. C'est très résumer les choses. On peut progresser dans ce domaine comme dans d'autres. Au pied de l'hôpital, la péniche où vit Denis Safran. Ouais, Thierry, je suis à l'intérieur. Il est 9h30, il a pris son service en réanimation à 7h du matin. Ouais, je te vois. Ok, pas de problème à tout de suite. Mais le professeur est retourné chez lui, une petite demi-heure, le temps de se faire livrer du bois de chauffage. J'en ouvre 2 ? Ouais, 2, ça va. On va les fermer après. Quand vous êtes ici, vous êtes tout le temps joignable, vous êtes à quelques pas de l'hôpital. 24 heures sur 24, le numéro de mon bureau est renvoyé sur l'un de mes portables. Et quand on m'appelle, en 5 minutes, je suis à l'hôpital. En moyenne, l'anesthésiste est présent à Pompidou 12 heures par jour. C'est le voisin, parce qu'il faut que j'ouvre ma terrasse maintenant. Hors de question pour lui de pointer. Il veut continuer à organiser son activité comme il l'entend. Un médecin hospitalo-universitaire, si vous voulez, a 3 métiers. Il est médecin hospitalier, il est chercheur et il est enseignant. Et il doit organiser son temps en fonction de ses diverses activités. Et ça, la Cour des comptes ne peut pas le percevoir. Il y a des médecins qui ont des plannings parce qu'il y a des programmes, qui sont les programmes opératoires. Et il y en a d'autres qui s'organisent en fonction de leurs heures de consultation, leurs heures de visite, leurs heures de bloc opératoire, leurs heures d'enseignement à la faculté, leurs heures de participation au jury de concours, etc. Une fois son bois chargé, bonne descente. Le professeur rejoint l'hôpital pour encore 10 heures de service. Et même s'il a du mal à admettre les nouvelles contraintes de gestion, il le sait, la survie de l'hôpital public est à ce prix.